Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et ça va être quelque chose, honnêtement, je me frotte déjà les mains. J'adore apprendre sur le tennis et je vais être avec un puits de science dans son secteur. Ça va juste être exceptionnel. Benoît Mauguin est avec nous, comment ça va? Très bien. Très bien. Merci. Ici, Merci pour à Jean-Bouin. l'opportunité. Ouais, super. À côté de Roland, avec le beau temps, les vacances derrière nous. Exactement, prêt à repartir un petit peu sur le terrain avec notamment l'US, avec plein de choses qui vont se profiler jusqu'à la fin de la saison. Benoît est le fondateur de NEC Plus Ultra, la classe quand même. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter NEC Plus Ultra qui est une société dans le, on peut dire dans le matériel, dans la raquette, qui est surtout très spécialisée pour les joueurs professionnels? Oui, exactement. Alors NEC Plus Ultra, c'est la société qui est dédiée à toute l'optimisation du matériel pour les joueurs professionnels. L'axe majeur, c'est un accompagnement sur les tournois principaux, Grand Chelem, Master 1000, dans toute la problématique cordage, donc cordé au jour le jour pour les entraînements et les matchs. Et en plus de ça, on va englober toute la problématique de la raquette, des tests, la sélection des produits, donc pas mal de consulting très technique sur leur outil de travail. Et derrière, on va aussi être partenaire des marques dans l'organisation de services de cordage de manière officielle sur certains tournois, des missions de recherche, des missions de développement produit. Mais vraiment, voilà, l'axe majeur, c'est d'accompagner les joueurs pour trouver les manières d'optimiser leur matériel pour qu'ils performent au maximum et qu'ils accèdent à leurs objectifs. Exactement. Et ça, c'est très intéressant dans le sens où il est au cœur du métier. C'est la personne qui construit, qui produit, pas le produit, mais qui produit la finalité de la chose, la raquette avec laquelle le ou la joueuse va pouvoir performer. C'est ça, on prend les players du Pulse où elles sont. Elles sont souvent du côté des équipementiers, parfois c'est d'autres équipementiers qui ne sont pas forcément dans le cadre contractuel, mais on est là pour trouver la meilleure combinaison de cordage, de cote sur les raquettes, de tension. Et ça sur un accompagnement qui, sur les tournois majeurs, représente les 2/3 de l'année. Ça fait entre 200 et 225 jours de déplacement en fonction des résultats. Donc on peut apporter un suivi constant dans la préparation de leur raquette au jour le jour et d'intégrer une démarche beaucoup plus globale, beaucoup plus dans qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser. Est-ce que c'est retravailler la raquette? Est-ce que c'est trouver un autre cordage? Est-ce que c'est quelles limites on a dans le projet de jeu qu'on veut mettre en place en fonction des publics plus ou moins matures? Parfois on a des problématiques de vraiment de faire matcher le matériel avec ce qu'on veut faire ce qu'on veut mettre en place sur le terrain, et des fois c'est un facteur limitant et on essaie de faire sauter cette limite. Donc c'est hyper enrichissant. On peut avoir des publics très jeunes où dès que ça commence à devenir sérieux, comment on fait pour optimiser son matériel, et sur des publics un peu plus matures, on va aller chercher le petit pourcentage, le petit truc en plus qui fait gagner des titres, qui met dans de meilleures conditions. C'est ça qui est dingue, c'est le fait d'avoir le petit pourcentage supplémentaire, c'est le fait d'avoir la petite spécificité sur la raquette qui va faire qu'on se sent bien plus à l'aise et qui va faire qu'on puisse aller chercher des titres. On va revenir, puisque je sais, vous voulez savoir avec qui il a travaillé, quel titre a-t-il gagné, combien de titres du Grand Chelem il a, parce que oui, ce monsieur a des titres du Grand Chelem. Mais avant ça, le petit Benoît Mauguin, qui était-il? Que voulait-il faire? Pourquoi en est-il arrivé à vouloir corder des raquettes, à vouloir faire des raquettes, des machines de guerre? Comment ça s'est passé? C'est un peu par hasard, je vais pas le cacher. J'avais pas fait mon plan de carrière en me disant tiens, je vais corder des raquettes de tennis. Je suis un piètre joueur de tennis. Par contre, t'as été combien? 15-2 au maximum. Tu peux être prof. Exact. Alors ça fait bien longtemps qu'on m'a pas vu sur un cours de tennis pour la compétition, mais j'avais toujours ce souci de comprendre ce qui se passait, de se dire j'ai un grand-père qui était fanatique de pêche, et à chaque fois qu'on allait à la pêche, on refaisait les lignes en fonction de la météo, de l'endroit où on allait pêcher, etc. Et du coup ça m'a un peu, avec un père perfectionniste aussi, on m'a inculqué cette culture de rien laisser au hasard, et donc quand on parle de performance, le matériel fait partie de la performance. Exactement. Et donc ça c'est mon ADN, on va dire. Et puis au fur et à mesure de mes études, j'ai eu la chance de travailler pour Technifibre dans les Yvelines. Ils avaient pas mal de services de cordage, notamment celui de Roland Garros à l'époque, donc on parle de 2007.
où ça m'a permis de découvrir ce métier-là à l'occasion de Roland-Garros, à aider l'équipe cordeur officielle. Et là, je me suis retrouvé, sans leur jeter la pierre, mais dans un milieu très amateur, alors qu'on parlait du matériel des champions. Et j'avais trouvé que… C'est l'usine. C'est l'usine, et puis ça va vite, ça corde des raquettes à ça fait plus de 3000 raquettes pour la quinzaine. Et c'était plutôt le profil de gens qu'on allait chercher. C'était souvent des cordeurs en magasin qui étaient intéressés, qui étaient attirés, mais qui n'avaient pas forcément le bagage à la fois technique pour pouvoir proposer une qualité de service en adéquation avec l'exigence du très haut niveau. Là, on parle du très haut niveau. Gagner un match de plus à Roland-Garros, c'est important. Et du coup, avec Technifib, on a fait 4 belles années de stage, ça correspondait avec mes études. Et du coup, on a pu tester des choses, faire plus en plus de tournois et moi de me faire connaître. Et puis à la fin de mes études, j'avais décidé de prendre un peu le temps de voyager parce que j'ai commencé à être sollicité par les marques, parce que j'ai commencé donc du côté officiel, donc à corder sur des tournois appelés par les marques. Et j'ai eu l'opportunité d'aller en Australie pour Wilson. Je m'étais dit je vais prendre une année pour profiter de ça. Parce que les marques te repéraient sur les tournois, parce que les joueurs te sentaient passionné, un petit peu plus investi quand tu cordais leur raquette. Il y avait un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y avait une belle remontée des joueurs qui se disaient tiens voilà, je suis rassuré quand il est là, mine de rien avec Technifibre, entre Moscou, Montpellier, Marseille, Rotterdam, Roland-Garros, ça faisait, et Bercy, on avait une vraie récurrence. Donc ça me permettait de me positionner. Et puis c'est un petit milieu, j'ai vite découvert que c'était un petit microcosme qui se déplace de ville en ville. Mais du coup, quand Wilson a cherché à avoir une équipe plus européenne, ma candidature a retenu leur attention. Et puis ça, c'était l'idée donc en 2011 de se dire voilà, je vais voyager un petit peu, j'ai profité de ça. Et puis c'était histoire de faire quelques expériences dans cette année, et j'ai eu la chance donc de travailler donc avec Roman Prox qui m'avait repéré donc via Wilson, qui lui cherchait quelqu'un pour prendre la suite de son programme qui était dédié à Andy Roddick et une dizaine d'autres joueurs en privé. Roman était sur sa fin de carrière et avait décidé de ne plus voyager, il en avait vraiment marre et cherchait quelqu'un pour remonter le programme. Sur le circuit tennis. Pour ceux qui ont lu la biographie d'André Agassi, c'est la personne auquel il fait référence quand il parle de quelqu'un qui devient parisien quand on est à Roland-Garros, qui devient anglais quand on est anglais. Il a accompagné donc André Agassi, Andy Roddick et puis pas mal d'autres joueurs. Et donc du coup j'ai démarré ma carrière de cordeur pro à ce moment-là en disant ça va faire partie de ma vie, quelques mois, quelques années, donc ça fait trop rien. J'étais attiré par ça parce que mine de rien c'était une opportunité qui est pas sûre de se représenter si rapidement. Et du coup j'ai commencé vraiment donc à temps plein au printemps 2011. Qui sont tes premiers joueurs? Et là donc je découvre le mail, même si je savais à peu près avec qui il travaillait, mais je découvre le mail et je me dis tu vas devoir t'occuper d'eux. Donc ça commençait, donc top client c'était Andy Roddick. Logique. Qui en plus moi c'était la grande classe pour moi parce que c'est un peu mes idoles quand j'étais gamin et ado, donc je me disais waouh, c'est incroyable. C'est moi. Les raquettes maintenant c'est moi. Quand donc, il va servir comme ça avec l'épaule derrière, c'est moi. Et puis une certaine responsabilité aussi. On passe de l'autre côté, on n'est plus fan, on passe du côté vraiment professionnel du métier en apportant sa contribution. Donc ça c'était top. En plus j'ai découvert des mecs adorables. Mais par contre la liste faisait peur, donc c'était Ivan Ljubicic, Tomias, Maria Sharapova et puis quelques Américains en plus. Et c'est vrai que là je me suis dit waouh, j'ai pas que des enfants de cœur, j'avais que des échos un peu d'entourage un peu dur, etc. De Tomias qui pouvait péter les plombs à n'importe quel moment, etc. Donc j'avais pas mal d'appréhension. Donc mon premier tournoi c'était Madrid. Et là, incroyable, je me retrouve dans mon hôtel, tous les joueurs hors mes nouveaux clients me disent ah Benoît, qu'est-ce que tu fais là, etc. Donc je leur explique, tout le monde est hyper enthousiaste pour moi, donc je me dis waouh, super, je suis un peu accepté dans ce milieu-là. Tout le monde a la banane en me disant tiens, on va se renseigner, etc. Je dis waouh, super. Et là je découvre vraiment le métier vraiment de plein fouet parce que premier matin, je crois que je termine à 4h du matin parce que tout est nouveau, j'anticipe rien parce que Roman n'est pas avec moi. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai Andy Roddick qui est complètement tout seul.
parce que son physio de l'époque était resté au chevet de sa femme qui était en train d'accoucher. Et son coach, la tournée sur Terre, c'était quand même pas la priorité. Donc Andy passait son temps à m'envoyer des blagues, alors qu'on se connaissait à peine. On avait fait 2 jours ensemble. Et là, je me dis, wow, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, numéro favori, Andy Roddick. Très bien, écoutez. Il me dit, super, mon meilleur pote maintenant, c'est lui. Bon, bref, à chaque fois que je demande quelque chose, je mets Andy Roddick, on me donne un parking, un accès. Je dis, waouh, c'est incroyable. Bref. Je fais les raquettes, tout va bien, etc. Mais je découvre ça vraiment de plein fouet. Et là, je me dis, bon, alors voilà, il va falloir que je comprenne comment ça fonctionne. Et puis petit à petit, voilà, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai découvert ce métier-là, donc de ce côté-là. Et on a fait, fin de cette année jusqu'à la fin 2014 avec Roman, où finalement, après, on s'est un peu éloigné sur ce qu'on voulait faire. Et je suis parti à mon compte. Et c'est là où j'ai mis en place donc Nec Plus Ultra. Avec Sharapova qui était celle qui t'a un peu lancé, en tout cas de ce que j'ai lu dans certains articles, c'est elle qui... je lui dois énormément parce que à la fois mon travail était reconnu, mais elle me partageait avec d'autres joueurs et joueuses. Donc, par exemple, sur sa première finale, quand elle gagne ici en 2012, moi je suis déjà au Queens avec Andy Roddick. Et en fait, son agent me disait à Roman, je comprends pas, Ben il s'occupe de Maria tout le temps et quand c'est les finales, il n'est pas là, etc. Donc on commençait à sentir qu'il y avait un peu d'eau dans le gaz, que ma position était un petit peu compliquée parce que elle te voulait en privé, mais privé, mais dans un cadre à se partager, donc c'était un peu difficile. Et donc, à la retraite d'Andy Roddick, Roman s'est posé la question, est-ce que je continue, etc. Et comme on avait des bons résultats et que on a décidé de poursuivre, et à ce moment-là, on a passé notre temps à essayer de négocier en disant, Ben il sera là, et finalement, c'était trop compliqué. Ça a créé pas mal de tensions entre Roman et moi aussi, parce que moi, à un moment donné, j'avais du mal parce que j'avais les joueurs au quotidien. Bien sûr. Et donc, Roman avait décidé de ne plus faire appel à moi. Et c'est elle qui a décidé en disant, Ben, moi, je veux continuer avec toi. Appelle mon agent et vois comment tu peux monter ta structure. Et à l'époque, Thomas Berdych avait fait partie de ce projet-là. S'est rétracté un peu au dernier moment. Mais du coup, je dois beaucoup à Maria parce que c'est elle qui a manié pour l'IPTL la première année, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec cette grosse exhibition. Bien sûr, moi j'ai été fan de cette exhibition. Vraiment, je suis absolument fan de ça. Parce que moi j'ai appris ma fin de collaboration très tardivement, ça s'est mal fini avec Roman et du coup les joueurs ne comprenaient pas et j'ai voulu m'expliquer avec tous les joueurs et comme ils étaient presque tous à l'IPTL, j'ai fait un pari-manie en dernière minute pour aller les voir et aller discuter avec eux. Et c'est à ce moment-là que Maria me dit, Ben, j'allais t'appeler parce que je ne comprends pas la situation. Moi, je veux continuer avec toi. Parce qu'elle avait aussi une certaine confiance en toi. En fait, il y a une relation, et c'est ce que nous, on met vraiment en avant, c'est qu'on n'est pas meilleur que les autres. Ce n'est pas ma vision des choses. Peut-être que oui, on va peut-être aller un peu plus loin, on va peut-être avoir une vision peut-être différente des produits, mais je n'ai pas cette prétention d'être meilleur qu'un autre cordeur. Mais par contre, une fois que la confiance est installée avec un joueur, pour eux, ça n'a pas de prix, parce que quand ils rentrent sur le court, ils ont autre chose à penser que leur matériel. Est-ce que le mec, est-ce qu'il a fait ce que je lui ai demandé comme il le voulait, etc. Et ça, je ne dis pas qu'on avait galéré un petit peu avec elle à trouver comment ça se passait, mais il y avait eu pas mal de zones un peu d'ombre et d'ajustements qu'on fait en dernière minute liés à sa bascule de Prince à Ed. Donc moi, j'ai démarré avec Maria 6 mois après le début de son contrat avec Ed et on était toujours dans la recherche du manche, la taille et finalement je ne dis pas que je suis pour beaucoup dans cette sécurisation, mais voilà. Et puis j'étais le personnage aussi récurrent auprès d'elle, donc il y avait cette relation de confiance. Et elle avait exigé que ce soit moi à partir de 2015 et donc en 2015 en Australie je me retrouve un peu dans la débrouille parce que même si c'était Sharapova, j'ai démarré presque d'une page blanche, mais c'est elle qui m'a permis de faire ma première année avec les reins relativement solides et puis après on a agrégé quelques joueurs. Et puis après sur le CV ça fait un nom, ça fait… C'est alors indépendamment de cette malheureuse histoire de dopage, c'était vraiment celle qu'on reconnaissait par son professionnalisme. Bien sûr. Et c'est vrai que ça a été d'autant plus étonnant pour moi vu que l'organisation de l'entreprise Sharapova en interne de s'être planté de cette manière-là sur cette malheureuse histoire, mais sur le matériel, moi j'avais cette charge-là, j'avais un cadre qui était très précis, je savais ce que je faisais, pas le droit de faire, comment le faire,
quand est-ce qu'elle arrivait sur un tournoi, quel hôtel, quand est-ce qu'il fallait que je sois là. Enfin, tout était vraiment très carré. J'ai jamais retrouvé ça ailleurs, malgré des staffs de joueurs très solides. C'est le côté aussi pays de l'Est. Pays de l'Est, et puis aussi cette volonté de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser et de, voilà, on va demander le maximum à tout le monde et voilà. Et c'est cette. Et toi, tu te retrouvais bien dans ouais, cette moi structure. c'était exactement ça que je recherchais, c'est-à-dire que un jour Andy Roddick m'engueule très clairement, il me voit arriver avec les yeux rouges. C'était en 2012 avec les JO de Londres. Donc on fait Wimbledon, donc Queens, Wimbledon. Il va faire Atlanta. Revient pour les JO, etc. Donc on passe l'Atlantique plusieurs fois et moi je voyage en écho. 6 heures, je voyage en écho. Et je vois Andy en début de soirée, il me dit mais t'as les yeux rouges là. Je lui dis bah ouais, je viens d'arriver, etc. Et il me dit ouais, toi t'as voyagé en écho. Et alors je dis oui, je t'envoie la facture après, donc je lui dis moi je fais ça, etc. Il me dit ouais on en parlera ce soir au resto, etc. Il me dit je t'appelle à 19h. T'es quelle chambre? Et je lui dis mais non, je suis pas dans cet hôtel, je suis dans l'hôtel d'en face qui est $150 moins cher. Et là il rigole, il me dit Ben, il me dit c'est simple, je veux le meilleur de toi. Le meilleur de toi, ça veut dire qu'il faut que tu sois dans les meilleures dispositions. Donc quand tu voyages pour moi, tu voyages en business, tu voyages et tu es dans notre hôtel, on est une équipe, etc. Et donc je lui dis ouais mais attends, la facture sera pas la même. Et il me dit mais tu crois que je regarde la facture? Il me dit j'aurai jamais de problème d'argent. La facture, c'est même pas moi qui la regarde. Il me dit j'aurai jamais de problème d'argent, j'ai la possibilité de faire ça. Par contre moi je veux le meilleur. Si t'es pas bien pour faire une raquette, voilà, potentiellement c'est moi qui en pâtis. Et après c'est mon match qui en pâtit et ça va être les 6 ou 7 jeux ou 8 jeux dans lesquels je vais utiliser la raquette. Et du coup voilà, c'était cette mentalité là que j'avais retrouvée chez Sharapova. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment piqué, pas le fait de toucher le luxe, mais d'être mis dans des conditions où on dit pour on va faire le meilleur, le maximum, etc. Et donc malheureusement 2012, Andy arrête l'été, donc je me suis dit mince, c'est dommage, je ne vais pas profiter de la business tant que ça. Mais voilà, c'était cette mentalité-là que j'avais vraiment trouvée chez ces deux joueurs-là. Et puis après, on a agrégé aussi d'autres joueurs pour que le programme il soit cohérent financièrement et puis mine de rien de se diversifier. J'étais dans le team des joueurs sans vraiment l'aide, donc il fallait aussi multiplier, pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc voilà, et puis 2015 a été la possibilité aussi de me rapprocher des joueurs français. Et donc de fil en aiguille, Gaël Monfils, Joe-Wilfried Tsonga, Caroline Garcia, voilà, on a réussi à démarrer et pour certains continuer des bonnes collaborations. Et ça m'a permis d'avoir cette latitude, de choisir mes clients et de proposer ce service-là, premium, parce qu'on est sur vraiment du luxe, pour un profil de joueur que j'avais le luxe de choisir. Exactement. Tu parlais de luxe, tes prix sont affichés en tout cas. 39 000 € pour l'année avec les 4 tournois du Grand Chelem et les 9 Masters 1000 ou WTA 1000. Et sinon, c'est 2200 € la semaine. Oui, exactement. Voilà. C'est des tarifs qui, pour expliquer la manière dont ils sont construits, c'est que donc je travaille avec 1 voire 2 collaborateurs qui nous permettent d'être constamment 2 sur les tournois et donc on fait un ratio de 4 joueurs pour un cordeur. Et donc, entre les frais, le salaire, etc., on sait qu'il faut demander au moins ces sommes-là à ces joueurs-là pour que une énorme partie est dédiée aux frais et après le reste est pour notre prestation. Et c'est ce qui permet aux joueurs, mine de rien, même s'ils sont millionnaires, ils vont quand même regarder à la dépense, parce que c'est pas parce qu'ils sont millionnaires qu'ils vont gaspiller l'argent, mais d'avoir un service qui est identique à s'ils prenaient quelqu'un dans leur équipe. Mais c'est 5 à 10 fois moins cher que de payer des billets en dernière minute, une chambre d'hôtel à chaque fois, un salaire en direct, etc. Donc c'est une solution un peu hybride. Ce que je ne trouve pas hors de prix, dans le sens où je m'explique, parce qu'il y en a ils vont dire 39 000, c'est quand même ça l'année. 39 000, il ne faut pas oublier que c'est une moitié d'un premier tour de Grand Chelem. Et parmi ça, il y a 4 Grand Chelem et 9 Masters 1000. Moi, excusez-moi, mais je trouve pas ça. Non, c'est pas exorbitant. On pourrait honnêtement pour les frais qui sont engagés, pour l'expérience et l'expertise demandée, on pourrait facturer beaucoup plus cher, mais on a aussi pas mal. Les 2 autres sociétés qui étaient sur le marché ont aussi cassé les prix à un moment donné, et ce qui fait que y a aussi un prix de marché qui fait que on peut pas non plus réintégrer
ces sommes-là. Après, quand je prenais l'exemple de Sharapova et d'Andy Roddick, quand on va pousser dans les demandes, quand on va exiger plus de dates, une présence plus soutenue, etc., on est sur des factures à 6 chiffres. Oui, bien sûr. Non, mais après, ça va de soi. On a affiché des tarifs pour un prix joueur catalogue, qui voudrait, voilà, exactement. Un joueur qui voudrait en disant, voilà, je veux me sécuriser par rapport à mes raquettes sur les 13 tournois les plus importants. Voilà ce que ça va me coûter au minimum, grosso modo. Après, il y a à la fois, on sait l'enveloppe qu'il nous faut pour les frais. Et puis après, en fonction des résultats, on peut aussi faire varier. Il y a pas mal de joueurs qui aiment bien éventuellement négocier en intégrant une part de variable. Donc la base de négo, elle est là, mais il n'est pas rare que les joueurs prennent un peu plus de risques en disant bon, bah voilà, si je me blesse, si je joue pas bien, etc., peut-être que ça me coûtera un peu moins. Mais par contre, s'il joue bien et que voilà, il est constamment en deuxième semaine de Grand Chelem, bah là on se rapproche de factures à 6 chiffres. Ouais, je comprends. Et au moins ça va plus vite. Actuellement, tu as combien de joueurs et de joueuses sur le circuit? Alors actuellement, on est à 3 joueurs sur cette fin d'année. Hein. On paye les retraites et la sortie du Covid. On embrasse Joe notamment. Ouais, Joe. Puis bon aussi, Caroline Garcia est revenue aux affaires cette semaine. Donc c'est vrai que ça nous a fait plaisir parce qu'elle a fait partie des clientes majeures avant le Covid. Et puis à la sortie du Covid, on est resté un peu en retrait, on s'est occupé juste de préparer ses raquettes. Donc là, ça va permettre éventuellement de la reconvaincre. On va travailler avec Yelena Ostapenko, Gaël Monfils et Félix Auger-Aliassime, qui est notre figure de proue en ce moment sur la jeune génération, qui est en progression constante depuis 3-4 ans maintenant. Là, typiquement, tu pars à New York dans 3 jours, si je ne dis pas de bêtises. Quand tu arrives à New York, quand tu es à New York, comment ça se passe? Puisqu'on en a parlé au début de l'interview, mais la discussion, j'aime pas dire interview, c'est une discussion, on discute et j'adore échanger. Et quand tu parles de ça, tu dis que tu ne fais pas partie du team officiel. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être dans l'enceinte du tournoi pour corder. Comment ça se passe? Comment se passent tes journées? Comment se passent tes nuits surtout? Comment est-ce que tu t'organises? Le positionnement par rapport aux équipes de joueurs, alors nous, on va faire des demandes au même titre que les équipementiers pour les accréditations. On est identifié, ça fait plus de 10 ans qu'on demande des accréditations, donc les tournois nous connaissent bien maintenant. Ils nous demandent la liste des joueurs pour lesquels on travaille. Ça pose pas de soucis. Et allez, 90% des cas, on est pris en charge par le tournoi, mais on n'aura pas la possibilité de venir avec nos machines sur place. Comme à la différence d'un kiné qui pourrait avoir parfois des salles de kiné à dispo et travailler directement dans l'enceinte du stade. Oui, il y a des kinés perso qui arrivent à avoir des salles de… Ouais, il y a pas mal de salles où tout le monde peut venir faire les soins, éventuellement ne pas attendre de rentrer à l'hôtel. Mais nous, côté cordage, le tournoi vend une exclusivité à une marque. Normal, donc voilà, nous on est en dehors de ça. Donc nos machines sont à l'hôtel ou dans on est des bons clients d'Airbnb. On est à l'extérieur, on essaye de trouver le meilleur endroit en fonction de la configuration du tournoi. Donc pour New York, on va être dans Manhattan parce que tous les joueurs vont être dans Manhattan. Mais par exemple à Wimbledon, on est à la sortie des cours d'entraînement dans une maison qu'on loue juste à côté des… Voilà, exactement. Donc c'est très variable en fonction de la configuration du tournoi. L'idée, c'est de gérer aussi cette logistique par rapport aux joueurs, donc de savoir où est-ce qu'il est le plus pratique de les retrouver, parce qu'on a besoin de les voir presque quotidiennement. Donc on va récupérer les raquettes. Généralement, on va démarrer notre journée de travail entre 17h, 18h. Ça nous emmène, en fonction de la quantité de travail, souvent proche de minuit. Et puis, on va en refaire le matin. Et puis, en fonction de la quantité de travail, on a juste notre heure de sommeil parce que l'impératif de livraison, il nous est pas… c'est pas nous qui le décidons, c'est les joueurs quand est-ce qu'ils en ont besoin. Donc, en fonction de la programmation et de leur programmation à eux dans leur journée, on vient leur ramener soit à leur hôtel, soit sur site, leur raquette prête à jouer. Ok. Maintenant, problème. Le mec arrive et là il se dit ok, putain merde, soit le temps vient de changer totalement, soit bref, il y a eu un pépin entre la préparation dans le vestiaire et l'arrivée sur le terrain. Comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu réagis justement à ça? On va essayer, c'est aussi là où on apporte notre expérience et notre valeur ajoutée, c'est d'anticiper ce genre de scénario. Génial. C'est-à-dire que on est constamment branché sur les apps de météo pour avoir 1 ou 2 avis météorologiques, pour essayer de voir dans quelles conditions de jeu vont évoluer les joueurs.
On va essayer, dans le cas de moindre doute, on va essayer d'anticiper. Souvent, les joueurs ont des raquettes supplémentaires qu'on peut tendre à différentes tensions pour éviter qu'on se retrouve coincé et qu'on n'ait pas la bonne tension. Si, pour X raisons, on est dépassé, à ce moment-là, on a deux options. Soit on est suffisamment proche du stade pour pouvoir récupérer les raquettes, les faire en urgence et les ramener en urgence. Ce qui est le cas à Wimbledon, ce qui est le cas à Roland Garros. En combien de minutes tu cordes? En urgence, en urgence, on va être à un quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc, le plus dur est la logistique. Si on rencontre un coach à Arangui, une demi-heure après, la raquette est de retour, prête à jouer. Donc, on a fait pas mal de... je me rappelle de l'année où Joe joue Andy Murray à Wimbledon, peut-être en quart. Joe, avant de rentrer sur le court, change complètement d'avis. Il n'avait même pas décidé ça après l'échauffement, il a décidé une demi-heure avant le match. Et donc je passais mon temps à faire des allers-retours entre notre maison et le cours numéro 1. Ça peut se faire à New York. Très honnêtement, le temps de rentrer à Manhattan, c'est mort. Donc ils feront appel au corner officiel. Ok, d'accord. Nous, on a cette chance-là, c'est que pour New York, on travaille sur les mêmes machines que les cordeurs sur place. Donc l'aléa de machine, il est résorbé. Et donc un 24 kg sur notre machine sera cohérent avec le 24 kg demandé sur place. Donc on essaye d'anticiper au maximum cette demande-là qui est très déstabilisante pour le joueur, mais aussi pour nous, parce que ce n'est pas notre ADN. On préfère faire plus de raquettes en amont plutôt que pallier à l'urgence certains. Avec des joueurs plus matures, on voit qu'on n'a plus ce genre de problème-là. C'est plutôt des jeunes joueurs qui vont être un peu, qui vont découvrir un peu cette problématique-là. Mais voilà, on essaye d'anticiper. Généralement, on a à disposition au moins une dizaine de raquettes. Quand on parle d'un match au meilleur des 3 sets, il faut 6 raquettes pareilles, donc on a toujours 4 raquettes en stand-by. Problématique pour les grands chelems est un peu différente. Et puis tu as ce jour de repos aussi pendant les grands chelems. Nous, voilà, la différence entre les grands chelems Master 1000, c'est qu'on n'a pas le même enchaînement. On fait plus de raquettes pour les joueurs pour les grands chelems, mais on a un jour entier pour les faire, alors que parfois sur le Master 1000, on a une nuit, une matinée. C'est plus dur pour nous de finir un Master 1000 que de faire un grand chelem. Au moins, ça permet d'aller bien plus vite et c'est plus sympa. Pour continuer un petit peu tout ça, l'une des dernières phases qu'on va aborder, c'est notamment la phase d'intersaison, celle pour justement refaire les raquettes. Quelles sont les demandes qui te sont spécifiées? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça va? Quelle est ta relation avec le joueuse pendant l'intersaison? Alors, elle est toujours très objective dans le sens où moi, je suis là pour le joueur. C'est-à-dire que peu importe le contexte, que ce soit un test de raquette pour un nouvel équipementier qui se positionne, le même équipementier qui veut continuer ou un test très généralisé, moi, je vais être là avec… Donc, tu es sur le court? Sur le court, au plus proche de la joueuse ou du joueur. L'objectif est de récupérer le maximum de sensations, de feedback. On a cette double problématique sur le test de raquette et l'optimisation, c'est que on passe notre temps à s'ajuster. On s'ajuste aux balles, on s'ajuste aux conditions. C'est toi qui choisis les balles pour les tests? Moi, je vais exiger des balles neuves presque systématiquement pour avoir une continuité. Après, on fait aussi en fonction de la configuration. Parce qu'il y a des balles qui sont bien éclatées quand même. Ouais, et puis surtout, alors, peu importe la balle, j'ai envie de dire, sur les tests de fin de saison, si on les fait en Europe ou en France, on va avoir un climat qui est humide, qui est frais. Et on va se confronter à l'Australie et des températures très fortes dès le mois de janvier où on n'a pas forcément digéré tous ces changements-là. Donc les tests de fin de saison sont très très compliqués. Et puis on passe notre temps à s'ajuster, je le répète, vous donnez une raquette à n'importe quel joueur, il fait une faute de filet, la deuxième frappe, il ne fait pas une faute de filet. Et ce, peu importe la raquette. Sachant que ça commence à se démocratiser, démocratiser dans la démarche, mais les joueurs sont très peu adeptes du cours connecté, de l'acquisition de données, etc. Et nous, en tant que professionnels, quelques équipementiers vont avoir du trackman, de l'acquisition de données mobiles. Mais voilà, ça reste très onéreux et ils vont l'utiliser pour leur propre intérêt. Donc on a du mal encore à vraiment caler la donnée et de la confronter au ressenti. On est encore beaucoup dans le ressenti. On a aussi beaucoup de coachs et d'accompagnateurs de raquettes, de coachs, pardon,
ou d'entourage, on va Ouais, dire, bien qui sûr. sont très sur le ressenti. On a un peu ce tabou d'aller creuser pour comprendre un petit peu tous les paramètres des raquettes. Et puis on a la problématique du cordage qu'on vient rajouter sur le cadre, de la préparation du cadre qui peut Exactement. vraiment à la fois dénaturer mais aussi optimiser la performance de la raquette, la tension. Donc, Il y a on trop de nage en choses. permanence dans des combinaisons qui peuvent changer et qui peuvent, si on change tous les paramètres, Si tu prends une raquette, quel est pour toi le plus important? Allez, si on se le fait en pourcentage, le manche, le cadre, le cordage, la couleur, le plus poids, important, le grammage. Si on essaie d'être très pragmatique, il y a 2 paramètres qui sortent du lot pour moi, c'est la longueur de la raquette. Ok, Parce que les raquettes allongées les notamment. raquettes rallongées, raccourcies, etc., c'est peut-être le paramètre qui a le plus d'influence Ok, sur ce qu'on va Notamment produire, l'inertie. comme l'inertie. Et le deuxième paramètre, l'inertie. Donc en fait, les deux sont liés évidemment, mais l'inertie de la raquette, c'est une donnée dynamique. On peut l'obtenir de beaucoup de manières, c'est-à-dire que l'inertie, vulgairement, alors, tous les puristes de biomécanique vont me tomber dessus, mais c'est le produit d'une masse, d'un équilibre. On peut l'obtenir de différentes façons. Et donc, finalement, d'expliquer au joueur que lui se sent bien avec cette inertie-là, que techniquement, le coach trouve qu'il est mieux placé, il est moins en retard, etc. C'est des paramètres qui prennent le pas sur le reste. Après, le plan de cordage, le poids de la raquette, oui, ça a une influence. On va pouvoir quantifier, qualifier une trajectoire. Mais comme je le dis, on passe notre temps à s'adapter. Donc, tous les paramètres sont à prendre en compte. On voit ces derniers mois, et moi j'en suis très content, c'est que des marques comme Wilson amènent sur le marché des produits complètement différents en termes de rigidité. Donc ça a permis de démocratiser cette notion de rigidité qui est fondamentale parce que une même raquette avec des rigidités différentes, on n'a pas du tout la même production. Et donc voilà, petit à petit, et c'est notre rôle aussi en tant qu'expert de ce segment-là, de pouvoir éduquer sur toutes ces notions-là pour que le joueur puisse aussi choisir, parce que mine de rien, il n'y a que lui qui tient la raquette. Donc d'être très directif dans le test, dans les choix, etc. Je trouve toujours ça dommage parce que finalement le joueur, dans sa sélection, c'est lui qui choisit, c'est lui qui va jouer et s'il comprend ce sur quoi il peut influer, quelles options il a. Voilà, moi j'ai eu des joueurs en fin de carrière qui m'ont dit, tu sais Benoît, je me suis jamais posé la question sur mon matériel et je me suis fait opérer 2-3 fois de l'épaule. Et je me dis que finalement, et ça doit rendre fou. C'est côté frustrant, c'est aussi source d'opportunité parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est un métier qui est, même s'il n'est pas nouveau, je pense que ce qu'on apporte est une vision un peu plus novatrice, on va aller un peu plus loin et on va pouvoir se faire aider avec un côté scientifique, un côté acquisition de données qui va pouvoir vraiment nous aider à aller porter des notions de rigidité, d'expliquer qu'en faisant le même coup, une raquette plus souple, ça avance moins qu'une raquette rigide. D'éviter qu'on dise qu'une Prestige c'est une planche, les fameuses, et ça on se bat et même le haut niveau a besoin d'être un peu bousculé plus par informé. rapport à ça. Souvent j'ai des coachs, et je l'ai encore maintenant, des coachs qui me disent non mais je préfère que tu ne parles pas au joueur en direct parce que tu vas l'embrouiller, tu vas lui donner trop de choses. Parle avec moi, on fera le tri dans ce qu'on dit, etc. Et comme ça, on lui donnera seulement les bonnes… Voilà ce que je comprends comme démarche. Mais ce qui me frustre toujours un peu en me disant c'est quand même dommage de pouvoir éventuellement s'appuyer sur et mettre de côté certaines notions. Mais voilà, donc l'intersaison, c'est souvent le moment d'aller creuser. C'est souvent dans 2 cas de figure. Est-ce que tu as déjà fait changer de raquette ou de marque à un joueur en lui disant écoute, voilà, moi je te vois, en termes de raquette, je pense que tu… Il m'est arrivé d'aller voir certains joueurs en leur disant que je pense qu'avec un autre matériel, ils auraient une autre performance, peut-être plus en adéquation avec leur jeu. La première étape, elle est de comprendre le projet de jeu, où est-ce que le coach veut amener le joueur, la joueuse, comment la joueuse veut jouer, quelles limites elle identifie, ou le joueur identifie sur son matériel, qu'est-ce qu'il cherche, et de pouvoir nous donner un cadre. Tester pour tester, c'est la pire des choses. Si c'est pour arriver avec 10 raquettes et faire des coups droits à tout va et puis on a toujours des bonnes sensations, parce que quand c'est nouveau, on se dit ah tiens, ça tourne plus, etc. Mais si on ne va pas chercher ça… Quand c'est nouveau et que tu fais 3 coups gagnants, tu te dis ok, c'est bon. Voilà. Et puis après, alors…
Donc ça, c'est la première étape. Après, voilà, on va essayer de trouver, on va essayer d'avoir un aspect un peu scientifique, c'est-à-dire de pouvoir isoler les paramètres qu'on va tester, ce qui est toujours dur, hein, mais voilà, on ne va pas changer le cordage en même temps que le cadre, on va rester très cohérent dans… Toujours que le joueur ait un point de chute sur ce qu'il connaît. De pouvoir essayer d'aller paramètre par paramètre, Ouais, en se disant tiens voilà, aujourd'hui on essaye ça, tiens demain on va essayer le cordage mais on ne parle pas de nouvelles raquettes. C'est toujours, alors ça prend beaucoup de temps, le tennisman n'en a jamais de temps parce que la saison se termine. Quand la saison se termine, il part en vacances pour après se reprendre à l'entraînement. Voilà, et quand nous on arrive à faire des tests en pleine préparation physique, ils sont dans le dur physiquement, donc pas forcément les meilleures sensations avec la raquette, pour peu qu'ils aient forcé du haut, on se retrouve avec peu de sensations aussi. Donc le test, il est… Voilà, alors un changement de raquette, quand un joueur est en fin de contrat avec équipementier, qui a une vraie volonté de changement, on conseille souvent de démarrer les premiers tests à la fin de Wimbledon, pour qu'on puisse avoir au moins 6 mois, plusieurs allers-retours, plusieurs éventuellement périodes de tests. Voilà, donc ça c'est souvent. Et puis après, on a aussi la problématique, je me suis blessé, il faut que je change ça, j'ai de l'inconfort. Et là, bon, on peut intervenir sur un moulage spécifique du manche, sur des codes différentes, etc. Ça peut être très varié comme sollicitation. Effectivement. J'ai un petit papier. J'ai un petit papier avec des questions. Là, c'est des questions très très simples, juste des petites réponses. Vas-y. La plus basse tension que tu aies connue? Adrian Manarino, 10,5. Mais ça fait rigoler. Alors moi, je le prends souvent en exemple. Je pense que, alors il va très loin, mais il a sûrement plus raison que quelqu'un qui met son polyester à 25 kg. Ok, d'accord. On a étudié les polyesters et on s'est rendu compte que la fenêtre optimale d'utilisation de ces cordages, c'est entre 18 et 22 kg. Au-dessus de 22 kg, on a un stress mécanique qu'on applique à la corde, ce qui fait que c'est complètement contre-productif. Ok, d'accord. Donc oui, Adrian est dans l'extrême, mais on va dire mais que à 25, tu es quasiment dans l'extrême de l'autre côté. Ouais. Ok, d'accord, très bien. La plus haute? La plus haute, Dustin Brown, on a dû faire 33-34 avec du boyau. Ça commence à… Alors avec le boyau, ça permet de… peu importe, l'élasticité du boyau permet de l'accepter. Il mettait le Solinco, l'Hyper-G en travers et celui-là, ouais, ça c'était dur. Et on a une joueuse qui est un peu particulière, qui vient sur un service de cordage. Alors là, c'est le côté officiel, hein, quand on fait, par exemple, Cleveland cette semaine où mes collègues sont, cette joueuse-là, elle nous demande jusqu'à combien on peut tendre sur la machine. Oh là là. Donc les Wilson qu'on utilise, les Bayardo, on peut monter jusqu'à 44. Donc on monte jusqu'à 44 kg. Et me dis pas quelle corde à 44? Elle corde à 44. Oh non. Avec un 4G 1,30. Ok. La raquette la plus lourde que tu aies vue utilisée? Si c'est pour mettre du plomb, J'ai eu Marat Safin sur l'IPTL qui m'avait ramené une raquette, qui me dit mais j'ai demandé à Ed de me faire mes raquettes comme avant, et il y avait des couches et des couches et des couches de plomb, et elle faisait 360 grammes non cordée, et il m'a dit en les faisant le maximum, parce que voilà, c'est plus le Marat d'avant. Et en tant que joueur, moi j'ai travaillé avec Thomas Berdych qui était à 348 grammes non cordé. Donc ça veut dire que tu finis à un bon 370, 375. Ouais. C'est lourd. C'est lourd, mais c'était le jeu, ce qui m'avait le plus impressionné. Autant Thomas avait une gestuelle, on va dire, pas parfaite, mais très harmonieuse. Très à plat, etc. C'était plutôt les joueurs comme Gaudio, Carlos Moya, qui avaient énormément d'effets dans leur raquette, qui mettaient énormément d'effets dans la balle, et qui avaient des équilibres en manche très importants. Carlos Moya, j'ai plus les cotes en tête, mais c'était impressionnant. Il devait y avoir une inertie incroyable. Et Gaudio… sur terre, ça giclait. C'était incroyable. Et quand je regardais la raquette, je me suis dit, mais c'est impossible de faire ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Et voilà. Ok, la plus étonnante des raquettes que tu as vues, mais au final c'est peut-être celle de Marat avec les couches de plomb. Ouais, alors elles sont toutes… Soderling, on avait une étonnante, alors c'était pas moi qui le faisais, mais il faisait faire un moule sur mesure où il avait déjà l'empreinte du surgrip, donc il n'y avait aucun surgrip, on était à même le grip. Et quand je lui posais la question, il me disait mais comme ça j'ai aucune déperdition, il avait le maximum de rigidité. Et pour envoyer ce qu'il avait envoyé, des souffles. Voilà. Et ça c'était un peu étonnant, mais après on en a pas mal. On a vu des doubles manches. Ah ouais, tu l'as vu cette… Je l'ai vu, je l'ai vu un joueur de double qui n'a pas fait une grande carrière, mais il avait ce double manche là.
Quand tu vois ça. Ouais. La demande la plus étrange qu'on t'ait faite. La demande la plus étrange. J'avais Grigor, les premiers mois de collaboration. Grigor était très jeune, était très sûr de lui dans ses demandes et on faisait des raquettes, on faisait 10 raquettes avec un 10e d'écart. Donc on était à 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5. Alors aujourd'hui, je prends la 23-7 et la 23-5. Bah, et on verra bien. Le problème, c'est que c'est quand même dur de pouvoir faire un match en ayant ce facteur d'ajustement. Oui, les machines sont paramétrées pour faire un 10e d'écart, mais est-ce que le 10e Dans de le kilo nœud, d'écart, Ouais, non, mais- ça, et puis derrière de se dire mais comment il va faire à chaque changement de balle, laquelle il prend. Ok. Sur toi maintenant, ton tournoi préféré. Alors il y en a peu que j'aime pas, hein, mes collègues le savent. Je suis pas un grand fan de Cincinnati, donc c'est pour ça que j'ai préféré aller faire Montréal avant. J'aime l'Australie pour la relation qu'ils ont avec les joueurs, ils font tout pour les joueurs, le complexe est juste incroyable et on est à l'autre bout du monde, Bien sûr. il fait bon, etc. Et c'est le bout En du tant que monde. Français, tu es dans une bulle à l'extérieur. T'as un rythme qui est incroyable, t'as une qualité de vie qui est dingue, je trouve que c'est... Et puis on est frais, on est reposé Ouais, de l'off-season. C'est le redessin. C'est le premier, Exactement. c'est le premier rendez-vous majeur et tous les changements de staff, c'est là où ça se concrétise, les changements de matériel. Il y a plein de choses qui se passent. L'US, c'est un show incroyable, des émotions incroyables là-bas. Roland, c'est la maison, Wimbledon, c'est l'histoire. C'est un peu Ouais, cliché c'est tout ça, Ouais, mais c'est j'ai vrai. la chance de pouvoir le faire régulièrement et de pouvoir le sentir, d'avoir mes petites habitudes. Mhm. Le petit café à Wimbledon le long de l'avenue. Voilà, Roland Garros, on a la famille, les amis. Monaco, c'est juste incroyable en termes de. Moi, je les aime tous. Ok. Je Non, les mais très aime- bien, je très les bien, aime très bien. tous. Je prends. Ta raquette préférée. Oh, je vais me mettre du monde à dos, mais. C'est forcément un pro stock, hein, une K-Blade, ça Ok. reste pour moi le Graal. Voilà, Ok. ma piètre carrière de joueur, oui, ça m'a plu de jouer avec cette raquette. Ok, je prends. Ton plus beau souvenir. Est-ce que c'est un titre du Grand Chelem? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu as combien de titres du Grand Chelem? On va dire que j'en ai 2 avec Maria Sharapova, les 2 Roland Ouais. Garros, même si je quitte pour la demi-finale. Ouais. Mon collègue finit. Et Marin Cilic. Alors on a chanté l'hymne Exactement. croate, je parle pas un mot de croate, bras dessus, après ça. Donc ça, oui, ça fait partie des bons moments. Maria, on s'est tombé dans les bras, dans les vestiaires après son 2e titre, avec la relation que les gens peuvent difficilement imaginer avec Maria Sharapova parce qu'on la trouve austère, on la Ouais, bien trouve sûr. voilà, pas forcément chaleureuse, mais moi elle n'a jamais été chaleureuse, elle a toujours été austère avec moi sur le tournoi, mais dès lors où on se croisait en dehors, on avait toujours une très bonne relation, elle était juste dans un autre mode sur le tournoi, donc la vision publique des gens était pas à son image de ce qu'elle est Mhm. réellement. Ça fait partie des... Tu as toujours choses des nouvelles d'elle? de temps en temps, les Ok. anniversaires, prendre des nouvelles de mon fils, je l'ai félicité pour la Pour la vie du petit naissance. Théodore, etc. On va pas dire qu'on échange fréquemment et qu'elle fait partie de mon cercle Ouais. d'amis, mais voilà, de temps en temps, on s'envoie de petits messages. Non, ça fait partie des belles collaborations. Et puis, il y a eu, meilleurs souvenirs, là, il y a la première sélection en Coupe Davis, ça aussi, ça marque. Et les très bons résultats de Joe, Gaël, Caro Garcia, voilà, moi, ça m'a procuré d'énormes shots d'adrénaline, de fierté, de larmes aussi. Voilà. Je prends Ouais. tout ça. Ta plus longue relation? Et ça doit être encore Sharapova, si on compte les premières années 2014 jusqu'à son arrêt, ça a été elle. Après, on a des très longues collaborations avec Joe Tsonga. Ouais. Ça s'est terminé là au mois d'avril, mais on m'a encore demandé de lui préparer quelques raquettes avec la nouvelle cosmétique de son aéro. Gaël Monfils, ça dure depuis 2015, donc voilà. C'est généralement, sans me jeter de fleurs, c'est souvent des collaborations longues. Ouais, bien sûr. C'est aussi comme ça que se crée la confiance. Voilà. Après, on a des trucs beaucoup plus ponctuels, mais ça marque moins bien. Travailler avec Serena Williams à chaque Wimbledon, oui, ça m'a fait plaisir, mais j'ai pas la même... C'est pas là où tu as les plus beaux souvenirs. Voilà. Ouais, bien sûr. Ton record de raquettes en un tournoi?
en un tournoi, je n'aurais pas le calcul, mais une fois, je me suis retrouvé avec mon ancien partenaire qui était coincé pour des raisons d'immigration à Wimbledon. Donc il n'est pas venu pour le premier tour du Grand Chelem. Et j'ai dû faire 57 raquettes le dimanche soir, veille du premier tour. J'ai réussi à faire venir quelqu'un le mardi matin non, le lundi matin, et le lundi matin j'avais des yeux, j'étais un peu… 57 raquettes. On avait 8 joueurs cette année-là et 7 joueurs étaient programmés le lundi. Donc j'avais pas beaucoup de choix, ils les auraient répartis un peu. Donc oui, ça a été une nuit entière de travail. J'avais eu cette chance de pouvoir anticiper un maximum de choses avec Andy Roddick parce que j'avais des cadres en avance, et avec Andy à ce moment-là, il m'avait donné la lourde responsabilité de choisir ses tensions. Parce qu'il ne voulait plus être dérangé le soir au restaurant quand la prog sort. Il me disait Ben, c'est bien, mais ça m'embête de penser au tennis. Là, je ne pense plus au tennis. Tu te débrouilles, tu choisis les tensions. Donc, bon, d'un côté, ça me mettait une grosse responsabilité, mais dans ce cas de figure-là, je m'étais dit bon, au moins, je vais anticiper. Mais ouais, ça a été une nuit compliquée, et surtout, n'importe quel cordeur pro qui a vécu une grosse journée dira que c'est le lendemain que c'est le plus dur. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a du mal à réenchaîner, physiquement, voilà, ça marque un peu, et puis la dette de sommeil qu'on accumule, on la traîne. Mentalement, t'es dans un mood où tu es comme ça. Voilà, la chance même que si j'ai, je corde très mal, mais… la chance que j'ai, c'est à la différence d'un cordeur qui va travailler sur un grand chelem et qui va avoir une quarantaine de joueurs différents. Moi, les raquettes, je les connais par cœur. J'ai pas besoin de réfléchir, il y a un côté très mécanique. Je pense que si je me bandais les yeux, les raquettes de Sharapova, je pouvais les faire sans problème. Donc il n'y avait pas ce côté pression, etc. Il y a un côté mécanique. Voilà, j'étais entre 4 et 5 par heure. Bon, même si le chiffre est long, bon, voilà, un petit sandwich pour faire une pause, mais voilà, le tout c'est de ne pas s'arrêter et d'aller au bout de la journée. Tu cordes avec quoi? Une télé, de la musique? Netflix, c'est pas mal ça, cette petite application. Tu dis que novatrice, une petite application novatrice. Les VPN m'ont changé la vie aussi, ça m'a permis de suivre l'actualité du foot, du rugby français, même à l'étranger. Je suis pas mal au courant des autres sports. Ok, on est bon. Séries et sports, On est bien. J'ai rangé le papier parce qu'il est l'heure de la dernière question. Ça fait quoi? Une balle qui est arrivée sur le court. Ça fait quoi d'être cordeur de l'équipe de France de Coupe Davis? C'est une immense fierté. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est encore frais. T'as remplacé une icône? Ouais, j'ai remplacé Jean-Jacques qui a fait 32 ans en place et qui est toujours en poste avec les filles. Et c'est vrai que quand Sébastien Grosjean m'a appelé, et quand certains joueurs m'avaient appelé en me disant Benoît, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai senti qu'il y avait potentiellement une opportunité parce que oui, j'attendais, je vais pas mentir. C'était un peu pour moi le Graal parce que non pas que la boucle est bouclée quand on gagne des grands chelems, etc. Mais ça fait mine de rien, ça fait 10 ans que je couvre Master 1000 Grand Chelem à temps plein. Une compagne et un petit garçon de 5 ans à la maison. Donc il y avait aussi peut-être le besoin d'avoir de nouveaux challenges, de pouvoir éventuellement déléguer un peu plus à mes collègues qui sont demandeurs. Et la Coupe Davis a toujours fait partie du prestige. Et puis même, je vois toujours la fédération comme l'excellence du tennis en France. Donc envie de pouvoir apporter cette expertise, de pouvoir se dire que on va mettre les joueurs français dans les meilleures conditions pour les rencontres par équipe. Moi, je suis juste frustré d'arriver à une période où la Coupe Davis n'est plus tout à fait la Coupe Davis. Forcément. Mais c'est mon Graal à moi dans ma carrière, au même titre que de gagner un Grand Chelem avec Gaël, que d'amener Caro le plus haut possible, et Félix pareil. Mais voilà, l'objectif numéro 1, si je devais en choisir un, c'était ça. Écoute, félicitations en tout cas pour tout ça, et puis bien avec les phases de poule qui arrivent bientôt, possiblement les phases finales et tout le bonheur qu'on te souhaite. Benoît, avant de démarrer, je t'ai dit qu'on allait faire combien de temps? Je sais pas, 15. Voilà, je sais pas, voilà à combien on en est, mais écoutez, je suis fan. Voilà, j'ai appris, j'ai échangé, et honnêtement, c'est ce que j'adore faire sur Tennis Reporter. Un grand merci à toi, Benoît, pour cet échange, cette discussion. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, allez faire un tour sur Nec Plus Ultra sur Instagram, c'est en train de se démocratiser avec pas mal de choses qui font leur apparition. Un grand merci à toi pour être venu à Jean-Bouin et pour tout ça. Plein de bonheur pour la suite et plein de beaux succès. Nous, on se retrouve très prochainement sur Tennis Reporter. Prenez soin de vous. Ciao, bye.